Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Je suis ce qu'on appelle un casual gamer, un joueur occasionnel, fasciné par le jeu vidéo, mais sans talent ni maîtrise particulière dans le domaine. Ce que j'attends d'un jeu, c'est qu'il m'emmène ailleurs, qu'il me coupe quelques instants du monde réel et m'aspire dans le mensonge qu'il offre. On peut rechercher tout type de ressenti selon le jeu vidéo. L'adrénaline d'un jeu de tir, la stimulation intellectuelle d'un puzzle game, la tension d'un jeu de combat. Mais on a toujours un type de jeu préféré, un genre qu'on affectionne en secret plus que les autres. Et je pense que ce genre en dit beaucoup de nous. D'aussi loin que je me souvienne, l'émotion particulière que je recherche dans un jeu vidéo, c'est sans doute la fascination qu'on éprouve face au mystère. Alors, pour comprendre pourquoi Dark Souls a en quelque sorte changé ma vie, il me faut replonger dans mes souvenirs. J'ai eu ma première console à 24 ans car les jeux vidéo n'étaient pas dans la culture familiale. Mais pourtant, depuis mon enfance, j'en avais suivi toute l'histoire, en spectateur. J'avais dans ma résidence un voisin dont le père était sans cesse en voyage. Pour excuser ses longues absences, il achetait à son fils unique toutes les consoles et les jeux possibles et imaginables. Chose curieuse, ce fameux voisin ne m'a jamais proposé de jouer avec lui ou de tenir la manette en plus de 10 ans. Je n'ai donc fait que regarder les jeux et j'ai été très vite attiré par un certain type d'entre eux. Ceux dont la contemplation était en elle-même fascinante, ceux qui avaient une âme de dédale, ceux qu'il fallait décrypter par l'esprit. J'avais beau ne pas tenir la manette, mais dans ce genre de cas, j'étais aussi utile au jeu que mon voisin. Metroid fut le premier jeu à me donner à voir le mystère indicible que pouvaient procurer des mécaniques d'exploration, et à quel point il était gratifiant d'accéder à la compréhension d'un univers au départ si cryptique. Il y avait dans ce jeu une vraie dimension architecturale, stressante et labyrinthique, et ce sur une console aussi innocente et grand public que la NES. Dans une période sans internet pour trouver les solutions, je vous assure que ce jeu suscitait la peur rien que par sa complexité et son design, et découvrir ça vers 9 ans vous marque pour longtemps. Le deuxième choc va arriver bien plus tard, vers 25 ans, lorsque j'introduis dans ma PlayStation 2 le disque de Shadow of the Colossus de Fumito Ueda. Au même moment, un jeune japonais nommé Hidetaka Miyazaki décide de changer de carrière pour se lancer corps et âme dans le jeu vidéo. Il a vu dans le travail de Ueda et de ses équipes une sorte de fenêtre ouverte vers le vortex de la création. Depuis, Miyazaki a creusé son sillon, d'abord avec Demon's Souls, l'aïeul hardcore et cryptique de la dynastie des Souls, puis avec Dark Souls, qui va le faire connaître à la face du monde. Mais avant de plonger dans les entrailles de ce chef-d'œuvre, il faut s'arrêter un instant sur Ico et Shadow of the Colossus, tant il est important de montrer leur influence sur Dark Souls. Dans les jeux de Ueda, on trouve nombre de concepts qui vont être repris par Miyazaki. L'infinie solitude ressentie par le joueur en parcourant des constructions désolées, le gigantisme architectural qui fait presque tourner la tête. En jouant à ces jeux, Miyazaki va tout de suite saisir la puissance que dégage l'esthétique de la ruine, et l'attrait que peut susciter une approche presque occulte de l'expérience vidéoludique. Ueda montre qu'on peut, avec des concepts forts, susciter chez le joueur un sentiment de désespoir et de grandeur. On peut lui faire goûter à toute l'angoisse existentielle et romantique qu'un récit fantastique peut générer. Malgré son aspect aride et solitaire, Shadow of the Colossus est le premier jeu à m'avoir fait croire qu'il y avait plus à chercher en lui que ce qu'il contenait réellement. Et je ne suis manifestement pas le seul en voyant les centaines de pages de forums qui débattent de l'existence ou non d'un 17e colosse caché quelque part dans le jeu. Les œuvres de Ueda sont une ode au mystère et à une forme indéfinissable de profondeur qui ont ouvert la porte à ce type d'expérience. On sent comme une communauté d'âme entre ces deux titres, une filiation presque spirituelle. Le gigantisme des créatures de Miyazaki, le jeu entre la musique et son absence viennent probablement de là. D'ailleurs, dans une des salles de Dark Souls, on aperçoit deux peintures qui ressemblent à des vues d'artistes des titres de Ueda. La théorie a été rapidement démontée puisque ces peintures montrent des concepts art ayant servi au jeu. Mais on ne peut s'empêcher de voir que ces concepts partagent une direction artistique similaire. Et si ces peintures avaient pour but de nous délivrer un message plus profond? Nous y reviendrons plus tard, mais ce qui est certain, c'est que ces deux créateurs creusent définitivement le même sillon de nos imaginaires. Et là où Ueda a tout misé sur le vide et la contemplation, Miyazaki a opté pour une folle complexité presque hermétique, doublée d'une aventure initiatique. Faire une vidéo sur ce thème est tâche complexe, tant tout semble avoir déjà été dit sur Dark Souls. Pourtant, malgré les années à écumer le contenu de talentueux vidéastes qui ont plongé dans le jeu, je n'arrivais toujours pas à mettre le doigt sur les raisons de l'obsession insidieuse que ce jeu a instaurée chez moi. Quelle est donc cette irrésistible force qui m'appelle à revenir sans cesse vers ce jeu,
pourtant si dur que je peine à y jouer. Comme si le poison du génie m'intoxiquait malgré moi. Comme si ce jeu vidéo était bien plus que cela. Comme s'il venait d'intégrer une nouvelle section de l'histoire de l'art et des médiums, et que nous avions du mal à en capter encore toute la portée. Dark Souls est comme une cathédrale, une merveille du monde numérique que le temps ne fera que rendre plus fascinante. Les œuvres d'art les plus marquantes sont celles qui parviennent à transmettre le fond par la forme, et qui réussissent à faire passer une marée de sentiments avec subtilité, sans même que vous ayez vu comment. Quelque chose s'est infiltré dans votre inconscient et agit sur vous sans que vous n'ayez prise sur son effet. Et c'est le cas pour ce jeu dont tout le sel réside dans la profondeur cachée de ses mécaniques et de ses concepts, dans le labyrinthe fou de son level design, et la formidable incompréhension dans laquelle d'abord il vous plonge. L'expérience peut s'avérer être une véritable douche froide, si l'on n'est pas prêt à mériter son entrée dans ce monde hostile et merveilleux. Tel le héros des légendes, il faudra être élu pour venir à bout de ce cauchemar superbe, car tout ce qui vous fera adorer Dark Souls vous est dans un premier temps dissimulé. À commencer par son histoire. La plupart des jeux vidéo qui proposent une narration construisent l'histoire comme un train fantôme alléchant, afin d'attirer un maximum de joueurs. C'est parfois même l'intrigue qui vous attire vers un jeu. Un scénario doit accrocher au plus vite le joueur et parvenir à l'emmener de surprise en révélation, de twist en péripétie, chacun vu comme une sorte de récompense. Mais s'il y a un risque que le joueur soit perdu dans l'histoire et donc dans ses objectifs, la plupart du temps on le corrige, pour ne pas troubler l'expérience de jeu. Cette expérience du joueur doit être agréable et fun, et l'histoire ne fait souvent qu'habiller une succession de gameplay qui sont au cœur du jeu. Sur le papier, l'approche narrative de Dark Souls est totalement hérétique, car dès l'instant où nous avons le contrôle de notre avatar, nous sommes totalement perdus, abandonnés dans la brume la plus épaisse. Si l'histoire de votre personnage sera d'abord absolument floue, le jeu nous offre tout de même une magnifique cinématique d'introduction qui plante le décor et la jeunesse du monde dans lequel nous allons nous réveiller. Au commencement fut l'âge des anciens. C'était une période neutre où le temps n'existait pas, où rien n'était vivant ni mort, rien qu'une ébauche noyée dans le brouillard. Seuls régnaient d'immortels dragons à la surface du monde. Et puis, la première flamme est apparue, un peu comme le Big Bang de notre galaxie. Et dans Dark Souls, avec ce feu vint la diversité. La chaleur et le froid, la vie et la mort, mais surtout les ténèbres et la lumière. Sous la surface, des créatures sont apparues et ont fouillé dans les flammes, pour y trouver des âmes, des souls. Parmi ces créatures, certaines appartiennent à la caste des géants, et elles fouillent le feu à la recherche d'âmes plus grandes et plus rares, les âmes des seigneurs. Nito, le premier des défunts, s'empare de l'âme des morts trouvée dans les flammes. La sorcière d'Izalith et ses filles du chaos retrouvent l'âme de la vie, et Gwen, le seigneur solaire, flanqué de ses chevaliers, fait main basse sur l'âme de la lumière. Mais il y a une dernière créature discrète, qu'on ne remarque pas, et qui en tout point ressemble à un humain. C'est lui qui s'empare de l'âme des ténèbres, en anglais The Dark Soul, d'où le titre du jeu. Maintenant que les âmes des seigneurs sont en leur possession, nos géants ont des désirs de grandeur, et décident de renverser les dragons qui dominent la surface. Ils engagent pour cela une bataille sans merci. Grâce à la trahison d'un dragon sans écailles, qui révèle le point faible de ses semblables, et en utilisant la foudre, le feu et les maladies, les géants terrassent ces monstres volants, et précipitent l'avènement d'une nouvelle ère, l'âge du feu. Après cette phase de tumulte, les seigneurs règnent sur le royaume de Lordran grâce à la lumière du feu sacré. Mais après un temps, on réalise que la flamme va finir par s'éteindre pour laisser place à l'âge des ténèbres, c'est-à-dire l'âge des hommes. Alors que la sorcière d'Izalith tente une expérience pour raviver la flamme mourante, elle échoue et libère des entités monstrueuses sur les terres de Lordran. Le monarque Gwyn ira même jusqu'à se sacrifier pour raviver cette flamme, et cela provoque une sorte de malédiction chez les humains, la marque sombre. Si l'on est atteint de ce mal, à chaque fois qu'on meurt, on se vide peu à peu de notre humanité et l'on devient un undead, c'est-à-dire un non-mort. Et si l'on meurt trop, alors la folie nous gagne, l'humanité et l'espoir nous quittent pour de bon, et l'on se change en hollow, une carcasse creuse et vide, similaire à un zombie. La prophétie du jeu parle d'un élu parmi les non-morts qui se rendra sur les terres de Lordran, là où règnent les seigneurs de l'âge du feu, et que par ses actes, il changera le cours du destin. Croupissant au fond d'une geôle de l'asile des morts vivants, on est libéré par un chevalier qui nous jette une clé. C'est à ce moment précis que le joueur est invité à commencer le jeu. Après une vague séquence tutoriel qui vous explique les bases du contrôle de la manette, vous êtes attrapé par un corbeau géant qui vous emmène à Lordran et vous lâche près d'un feu de camp au pied d'un château colossal. Un chevalier découragé vous indique que vous devez trouver et sonner 2 cloches cachées dans le royaume. Et c'est tout. À partir de maintenant, plus rien ne sera fait pour vous livrer clairement la moindre bribe d'histoire. Fini les cinématiques, sinon pour introduire l'arrivée d'un boss. Aucun livre à lire comme dans Skyrim, ni aucun marchand pour éclairer limpidement votre lanterne narrative. Les quelques dialogues que vous aurez avec eux n'auront dans un premier temps ni queue ni tête.
Le jeu ne propose aucune carte à consulter, ni radar, ni boussole. Rien. Dès le début du jeu, il existe au moins 4 chemins différents qu'on peut emprunter. Et c'est seulement en essayant d'aller quelque part qu'à force de mourir, vous en déduirez le chemin le plus accueillant. Car dans Dark Souls, tout passe par l'expérimentation. Et l'histoire est comme un Rubik's Cube démoniaque qu'il faut s'armer de courage pour résoudre. Les seuls éléments qui pourront vous aider à comprendre le lore sont la description des armes et des objets que vous pourrez lire dans votre inventaire, et quelques dialogues abscons avec des PNJ. Autant vous dire que j'ai mis des années à commencer à comprendre ce que racontait le jeu, et ce seulement grâce à des vidéos et des articles d'explication. Je vous conseille par exemple l'excellent site Les Chroniques Ludiques, dont la finesse des analyses les ont amenés à écrire un livre sur le sujet. Et je suis loin d'être le seul à m'être senti égaré dans cette narration déconstruite. J'en veux pour preuve ce concours organisé par l'éditeur du jeu, Bandai Namco, qui pour la sortie de Dark Souls 3 propose à 10 000 $ à qui il livrerait la meilleure interprétation des événements se déroulant dans les 2 premiers opus. Mais curieusement, Dark Souls parvient à rendre cette incertitude narrative absolument passionnante. Car dès qu'on découvre une petite phrase qui livre quelque chose sur l'histoire, elle est écrite de façon à laisser une place à l'interprétation, voire à l'imagination. Il est désormais notoirement connu que dans sa jeunesse, Miyazaki était féru de littérature fantastique et notamment de livres dont vous êtes le héros. Mais qu'en raison d'un anglais imparfait, il était obligé de combler les trous de l'histoire avec les illustrations et avec sa propre imagination, ce qui rendait par nature ses lectures uniques. Qu'il ait décidé d'implémenter ce concept de soustraction dans la narration de son propre jeu est très certainement l'une des clés de compréhension du génie narratif de ce titre. L'histoire du jeu n'est pourtant pas secondaire, elle est complexe et magnifique, mais elle est réservée à celles et ceux qui sauront s'en rendre dignes, qui désireront vraiment s'y intéresser. Essayer de la déchiffrer est presque un jeu dans le jeu, qui s'apparente au fait de finir un puzzle de 15 000 pièces sans connaître l'image qu'on cherche à reconstituer. Ainsi, c'est donc plutôt la façon dont le jeu est construit qui va raconter la vraie histoire, et peut-être même plus encore la façon dont il est déconstruit. Dark Souls a selon moi changé beaucoup plus que l'industrie du jeu vidéo. C'est une pierre angulaire dans l'histoire de la création narrative moderne, notamment dans le rapport organique que le jeu entretient au mystère, et la confiance qu'il fait aux joueurs pour les déchiffrer. Dans le mystérieux livre La Maison des Feuilles, la première page laisse voir cette simple phrase « Ceci n'est pas pour vous ». Pourtant, si vous parvenez à traverser ce labyrinthe livresque, vous aurez expérimenté une œuvre fantastique que vous n'oublierez jamais. C'est exactement le même principe pour Dark Souls, avec le fameux slogan de son édition définitive « Prepare to die ». Préparez-vous à mourir. C'est en cela que le titre est une expérience d'initié. Le jeu est un défi dès les premières secondes, un test immédiat de votre motivation. Et quand on y pense, plus un jeu est facile, moins les récompenses ont d'effet. Cette récompense émotionnelle dépend de notre engagement, du sentiment d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel, et que peu réussissent, le plaisir de voir qu'un effort, une stratégie mûrement réfléchie, ou bien que la chance ont enfin payé. Dark Souls a poussé le concept si loin que d'effectuer 50 pas dans le jeu sans mourir a parfois des allures d'exploit. Il sait parfaitement vous faire sentir fragile, seul et terrorisé. Vous avez sans cesse cette étrange sensation de ne pas être le bienvenu, comme si votre présence dérangeait le jeu, et qu'il comptait bien vous le faire payer. Même si certains monstres ou environnements sont effrayants, la peur qu'on ressent est très différente de celle qu'on expérimente dans un jeu d'horreur par exemple. Ici on ne craint pas tant le jumpscare ou le gore, on a surtout peur de perdre courage. On sent vraiment que l'aventure est réelle, tant elle vous engage émotionnellement à chaque coin de décor. Le jeu est d'ailleurs si dur qu'il a parfois donné lieu à un élitisme creux de la part d'une petite frange de joueurs, ce qui a sans doute éloigné plus de gens de la franchise que la difficulté elle-même. En plus, cela occulte toute une partie de la communauté axée sur l'entraide et la démocratisation de ces jeux. Je pense personnellement au contraire que le jeu est bien meilleur quand on n'est pas vraiment bon, et qu'on peine à avancer. La difficulté devient alors un enjeu véritable. Chaque découverte est un point marqué contre le destin, et le moindre raccourci aura des allures de victoire. Et le jeu a quand même laissé quelques portes de sortie pour les joueurs désespérés. Par exemple, il existe un coin tranquille où l'on peut dès la première partie du jeu tirer des flèches dans la queue d'un dragon et obtenir ainsi une épée très efficace qui peut changer la donne. Il y a des coffres cachés avec des items précieux, tout près de votre point d'arrivée. Mais le vrai mode facile de Dark Souls, c'est le multijoueur, qui consiste à invoquer des personnes réelles à venir se battre avec vous dans votre partie. Mais là encore, il serait trop simple d'appuyer sur un bouton pour lancer une session multijoueur. Pour cela, il faut vous rendre dans la zone où vous bloquez, consommer une humanité, un item rare pour redevenir humain, et espérer enfin que quelqu'un qui est dans la même zone que vous mette une marque au sol pour proposer son aide. Quand From Software sort un jeu, les serveurs sont plutôt bien fournis et on peut trouver de l'aide sans trop de difficultés. Mais plusieurs années après, c'est une autre paire de manches. Là, vous vous sentirez parfois très seul. J'en ai connu des longs quarts d'heure à attendre que quelqu'un pose une marque dans un serveur vide et vienne me sortir de ma tourmente. Et si personne ne vous répond,
Alors il ne vous reste plus qu'à courir, en évitant les ennemis pour vous rendre un peu plus loin, pour trouver une arme ou un item qui pourrait vous aider. Hormis ces cas d'entraide liés au multijoueur, le jeu peut s'avérer être un instrument de torture. Pourtant, avec de l'entraînement, armé de quelques conseils stratégiques et doté d'un bon stock d'abnégation, vous finirez par capter la mentalité et le rythme de Dark Souls. Et si ce moment arrive, alors vous êtes pris dans la nasse. Vous reviendrez sans cesse vers ces jeux pour goûter à nouveau à ce délicieux supplice. Si le jeu était facile, il n'aurait pas tant de valeur. C'est cette satanée difficulté qui fait de chaque petite avancée un miracle. Au fond, cette difficulté est somme toute assez réaliste, comparée à la plupart des jeux vidéo. Si l'on devait vivre vraiment l'aventure de notre avatar, nous pourrions mourir au bout de 10 mètres en 3 coups d'épée. Le jeu est en cela presque naturaliste, et c'est une transition idéale pour évoquer un autre pilier structurel du titre, son inquiétante cohérence. Soyons clairs, les dragons, les monstres et les châteaux remplis de morts vivants n'existent pas, et Dark Souls est une pure fable fantastique. Mais le titre est si sérieusement pensé qu'on suspend pour lui sa crédulité sans aucun problème. On croit instantanément à notre personnage, rien qu'à la façon qu'il a de se déplacer et de répondre à nos commandes. Le game feel, la sensation de jeu, est l'un des atouts techniques de Dark Souls. On n'a pas cette sensation d'être trop léger, trop rapide, ou de faire des choses incroyables, comme dans la plupart des jeux vidéo. Le jeu respecte sans cesse sa logique assez cohérente, au moins dans les premiers temps du jeu, et vos statistiques seront à la source de tout. Pas assez de force pour manier cette arme, elle ne vous sera d'aucune utilité lors d'un combat. Une armure trop lourde pour votre score de volonté, et vous roulerez mollement comme une tortue d'acier. Idem, sans le bon score d'intelligence, inutile de se servir de sorts magiques. Le poids est parfaitement dosé, les armes finement balancées, et tout se ressent dans le jeu, ce qui procure des sensations hautement satisfaisantes. A noter que le sound design de chaque action et de chaque environnement est parfait, surtout que le jeu ne propose de la musique d'ambiance que dans certaines rares zones et pendant les boss. Le reste du temps, vous n'entendrez que le cliquetis de votre armure qui résonne dans les vastes espaces de Lordran. Ce game feel est si parfait qu'il est parfois difficile de poser les mains sur d'autres jeux sans avoir la sensation qu'il manque de quelque chose, que le tout est un peu trop factice et invraisemblable. Comme exemple extrême, on pourrait citer Lords of the Fallen, qui est tout simplement une copie de Dark Souls, mais qui échoue totalement sur ces questions invisibles de poids, de fluidité et de game feel. Dark Souls offre un décor médiéval fantastique assez classique sur le papier. On est un chevalier qui explore un château plein de trésors, de monstres et de pièges pour vaincre des dragons et un roi fou. Nous ne sommes pas très loin d'un cadre narratif un peu cliché, mais qui est tout de suite balayé une fois qu'on a la manette en main. Et si les développeurs ont pu se lâcher sur la partie fantasy, c'est parce qu'ils ont tout fait pour que la partie médiévale soit convaincante, et en partie fidèle à notre propre Moyen-Âge historique. Pour que votre mensonge passe, il faut le placer au milieu de 1000 vérités. Les boucliers, de leur forme jusqu'à parfois leur nom, sont pour la plupart inspirés d'armes ayant véritablement existé. Par exemple, Rondache ne s'invente pas. Quand on compare les armes à de vieux manuels d'armurerie, on sent bien que les concepts artistes se sont minutieusement documentés. Ils ont même créé des mouvements spéciaux et réalistes pour chaque catégorie d'armes. Et grâce à ce sérieux presque universitaire, les armes et armures inventées de toutes pièces pour le jeu semblent tout à coup avoir existé elles aussi. Esthétiquement, on navigue dans le plus pur raffinement. Chaque coupe de vêtements, chaque drapé est crédible, pensé avec soin et avec goût. Quant aux différents homes, si certains ont bien existé, ceux qui ont été créés pour le jeu présentent une stylisation fascinante, à la fois surréaliste et bizarrement tangible. Et même dans ces fantaisies, on sent encore le travail de recherche historique effectué par les équipes. La preuve se trouve dans le set d'armure de Domol de Zena, dont l'étrange home est une quasi-réplique du masque cornu d'Henri VIII, qu'il portait lors des cérémonies. Il est toujours gratifiant de tomber sur ce genre de détails, qui trahissent la passion et l'érudition des créateurs. Ce sont des petits messages cachés, envoyés aux connaisseurs, une invitation subliminale à chercher des signes. Le domaine des armures de combat est lui aussi effrayant d'érudition et de crédibilité. Il existe d'ailleurs à ce sujet une analyse historique passionnante par Metatron, un vidéaste passionné d'armurerie médiévale qui détaille point par point la richesse historique de certains designs, tout en relevant les libertés que les concepteurs ont pris avec la réalité. Ce savant mélange d'histoire et d'imaginaire se remarque encore plus sur les armures et autres costumes cachés à travers le jeu. Et peu importe qu'une armure soit imaginaire, elle sera pensée jusqu'au moindre détail. Même un simple pagne en tissu est étudié de façon à être mettable dans la vraie vie. Le degré d'implication qu'il y a dans un simple sous-vêtement archaïque en dit long sur l'intransigeance des concepteurs. C'est à ce prix que le fantastique devient crédible et puissant. C'est quand il est nimbé d'une énorme charge de crédibilité. En travaillant sur cet épisode, je suis tombé sur cette couverture d'un magazine de jeux de rôle qui affiche ceci. Magic plus Science equals Wonder. Une alliance de magie et de science résulte sur le merveilleux. C'est exactement le mantra que semblent s'être fixés les créateurs du jeu. Il en va de même pour l'architecture.
Dark Souls n'est jamais dans la copie, mais dans le mélange de genre et d'inspiration, voire même par moments dans la réinterprétation de sites historiques connus. Les plus notables se trouveront bien sûr dans la cité gothique d'Anor Londo, avec sa cathédrale inspirée du Duomo de Milan, et plus particulièrement les fantastiques arcs-boutants qui soutiennent l'édifice. Quiconque a dû les parcourir en évitant les flèches immenses d'un chevalier royal les reconnaîtra immédiatement. Si d'aventure vous parvenez à les franchir et à pénétrer plus avant dans le bâtiment, vous croiserez une reproduction fidèle de l'étonnant escalier à double vis du château de Chambord. Quant à la rosace d'Anor Londo, elle est inspirée de vitraux célèbres avec qui elle partage une structure très similaire, comme celui des cathédrales de Notre-Dame de Paris, de Strasbourg, de Rouen ou encore celle de Reims. Le reste de l'architecture de la cité présente un patchwork de motifs existants. En tentant de comparer les architectures du lieu avec des traités d'art gothique, on ne trouve aucune copie carbone, mais une synthèse parfaite de tout ce que ces livres contiennent. Une partie de la recette commence à apparaître. On détourne plein d'éléments du réel pour leur insuffler une dimension surréelle. Et en l'occurrence, ce qui rend Anor Londo fantastique, c'est sa taille et la saturation démesurée de ses constructions gothiques. Même le Mont Saint-Michel, qui fut une des références pour imaginer la cité mythique, même lui n'est pas assez impressionnant pour rivaliser avec la vision que nous offre Miyazaki. Il en va de même pour les archives du Duc, où plusieurs explorateurs ont trouvé des points communs avec la bibliothèque du Trinity College de Dublin, mais aussi avec une autre bibliothèque située à Rio de Janeiro et une dernière à Baltimore. Quant à la touche fantastique de ces archives, il faudra se tourner vers les escaliers mécaniques pivotants de Poudlard, tirés de la saga Harry Potter, dont Miyazaki dit être un grand adepte. Pour l'anecdote, le personnage de Sieglinde de Katharina, fille de Siegmeyer, cache sous son casque une modélisation du visage d'Hermione Granger. Mais là où l'exploit est plus fort encore, c'est de parvenir à glisser dans Dark Souls des références architecturales provenant de continents plus lointains. Par exemple, les temples encastrés qu'on découvre dans les ruines démoniaques ne sont pas sans rappeler les tombes de pierre de la cité anatolienne de Kaunos en Turquie, du moins en extérieur, car pour ce qui est de l'intérieur, le jeu tire son inspiration des grottes indiennes d'Ajanta et d'Ellora, qui sont creusées à même la roche d'une façon qui a fortement inspiré cet environnement du jeu. Quant à l'aspect volcanique et démoniaque du lieu, il est probablement inspiré du fantastique tableau de John Martin dépeignant la cité des démons, le Pandémonium. Et si l'on s'enfonce dans ces ruines jusqu'à Izalith la perdue, c'est carrément dans une version infernale des ruines cambodgiennes d'Angkor Wat que nous transporte le jeu. La paroisse des morts-vivants, quant à elle, est tirée d'une église abandonnée en pleine forêt mexicaine. Ils ont même gardé dans le jeu le fait que la deuxième tour soit cassée. J'ignore si l'aspect abandonné de cette église dans le réel a un lien avec le fait d'y mettre des morts-vivants dans le jeu, mais cela rajoute une saveur cachée une fois qu'on le sait. Du réel, mélangé à un soupçon d'impossible, nous sommes toujours bien dans cette définition du fantastique. La vraisemblance du jeu passe aussi par des décisions conceptuelles plus subliminales, notamment celle de chercher à justifier dans le lore la moindre mécanique. Dark Souls a voulu tout rendre logique, de la mort de votre avatar jusqu'au système multijoueur. Par exemple, votre statut de Undead explique pourquoi vous revenez dans le jeu à chaque fois que vous mourrez. Même les feux de camp ont une histoire et une explication, ce ne sont pas des checkpoints vides de sens. Chaque feu est en fait un tas d'os qui brûle. C'est pour cela que lorsque vous utilisez un os du retour, il vous ramène au dernier feu, car cet os cherche à rejoindre la flamme qui doit le consumer. Tous ces feux sont connectés à la première flamme, ce qui explique pourquoi vous pouvez vous téléporter entre eux une fois le calice royal en main. De même, si vos fioles d'énergie se rechargent, c'est grâce à la chaleur du feu. Et sans surprise, Estus veut dire chauffer ou chaleur en latin. C'est donc l'âtre qui les remplit à chaque fois que vous vous posez près d'un feu. Enfin, dans la zone souterraine de la Nouvelle Londo, si on ne trouve aucun feu de camp près des 4 rois, c'est parce que la zone était auparavant immergée, empêchant en toute logique le moindre feu de se consumer. De même, le jeu a intégré le fait que des milliers de joueurs allaient jouer en même temps à la même histoire. Comment alors vendre l'idée d'un élu si nous sommes des millions à finir le jeu? Dark Souls répond à cette question en jouant la carte des univers parallèles. Lordran semble exister dans une sorte de boucle temporelle multidimensionnelle. Et comme parfois les plans de ces dimensions se croisent brièvement, cela explique l'apparition d'autres joueurs dans votre partie. C'est la raison pour laquelle vous croisez de temps en temps des silhouettes translucides qui se battent dans le vide. Ce sont les spectres d'autres joueurs en train de jouer en même temps que vous dans leur propre dimension. Idem, lorsque vous touchez une tache de sang sur le sol, vous pouvez voir les derniers instants d'un combattant et analyser comment il est mort. Si vous jouez en ligne, vous pourrez aussi apercevoir des messages au sol, laissés par d'autres élus. Souvent ils vous préviennent ou vous aident, parfois ils vous piègent. Tous ces petits détails, liés à une forme de multijoueur passif, participent à un amer sentiment de réconfort. Malgré votre immense solitude et votre fragilité, le monde vous envoie des petits signes pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que d'autres vivent la même chose que vous dans des milliers de réalités parallèles. Tous ces exemples provoquent un sentiment global très particulier et témoignent d'une profondeur quasi philosophique de conception de la part des développeurs.
Dernier détail, aussi frappant que subliminal, la cloche de la paroisse des morts-vivants. Pour sonner cette première cloche, les joueurs devront venir à bout de 2 gargouilles, qui gardent le clocher tant recherché. Et si vous vous promenez dans la zone et qu'au loin vous entendez une cloche sonner, c'est qu'un joueur vient de battre les gargouilles dans sa propre partie. Il en va de même pour la seconde cloche dans le domaine de Quelaag. Ce jusqu'au-boutisme et ce besoin de cohérence extrême sont source d'émerveillement et d'admiration une fois qu'on les révèle. Tout ce qui devrait nous sortir du jeu nous y ramène encore plus profondément. Un des points les plus unanimement célébrés du jeu fut sans conteste son level design, c'est-à-dire sa façon d'avoir construit ses aires de jeu, de les avoir rendues cohérentes et motivantes à arpenter. Ce qui rend l'exploration des terres de Lordran si fascinante, c'est tout simplement parce qu'elles existent à l'échelle du jeu. Ici, tout le royaume existe en un bloc, ou quasiment, comme si on avait fabriqué une maquette complète d'un royaume. Une fois qu'on a fini le jeu, on peut quasiment le parcourir d'un bout à l'autre. Perdu dans les tréfonds des douves du château, vous apercevez une tour qui culmine à des centaines de mètres en hauteur. Savoir que vous pouvez vous y rendre sans qu'un écran de chargement ou une cinématique vous interrompe donne véritablement du corps à cette géographie. Beaucoup du vertige provoqué par le level design tient notamment à sa verticalité, qu'elle emmène vers les cimes lumineuses ou entraîne vers de noires profondeurs. Il suffit pour cela d'arpenter un éditeur de niveau du jeu pour comprendre l'ambition dantesque des level designers. Si l'on se jette dans le vide et qu'on regarde vers le haut, on pourra apercevoir une modélisation de Lordran en entier. Comment ne pas être soufflé par l'aura que dégage ce mini-univers si fascinant et indomptable. Évidemment, en jouant normalement, vous ne voyez pas tout cela, mais cependant une mécanique vous permet d'admirer ce level design. C'est l'ouverture des raccourcis. Le jeu en est truffé et chacun de ces raccourcis vous débloque un passage vers une ancienne partie du jeu, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter de repasser par des zones infâmes en termes de difficulté. Mais surtout, ces raccourcis vous offrent de brefs instants d'émerveillement, car ils vous permettent de bâtir tout le plan du royaume dans votre tête, de comprendre comment il est construit, de voir que tout est connecté. Et comme tout cela est formidablement pensé et agencé, vous avez peu à peu l'impression que ce monde devient le vôtre, qu'enfin vous commencez à dompter son obscure conception. C'est en cela une approche assez similaire au principe du Metroidvania, dans le sens où certaines zones ne sont accessibles qu'après avoir acquis des connaissances ou accompli certaines actions précises. Par exemple, les ruines de la Nouvelle Londo qu'on découvre encerclées d'eau peuvent être asséchées par l'activation d'un levier, donnant ainsi accès à une partie souterraine jusqu'alors engloutie. La zone de la tombe des géants est plongée entièrement dans l'obscurité, vous forçant à utiliser un item qui est clair, mais qui vous prive de votre bouclier. Dans certains lieux, c'est une lueur d'item qui vous indique que vous avez loupé une zone, et quand vous en voyez un placé dans une mare en fusion, vous savez qu'il existe un moyen d'y accéder, mais pas pour l'instant. C'est le cas d'Izalit la perdue, cité antédiluvienne dont l'accès est d'abord englouti sous la lave. Sans conteste, la narration par l'environnement est une des forces de Dark Souls. Saviez-vous que la cité d'Anor Londo avait été conçue à la fois pour les géants et pour les humains? C'est ce qui explique pourquoi il y a 2 tailles d'ascenseur pour monter aux appartements de Guinevere, une pour les humains et une pour les géants. Les niveaux sont conçus de façon à récompenser celles et ceux qui y prêtent attention. Certaines zones cachées peuvent être devinées grâce à une fine observation, comme cette fente dans un mur d'Anor Londo qui nous montre qu'un accès à une cavité secrète se cache non loin. La zone à l'architecture la plus létale, puisqu'elle est pensée pour tuer, est sans aucun doute la forteresse de Sen. C'est un niveau très proche d'un jeu de plateforme, un peu comme si Super Meat Boy avait été refait en vrai par des médiévistes fous. Le lieu est une sorte d'épreuve initiatique herculéenne d'une extrême hostilité. Des pendules d'acier rouillé se balancent sur une fine passerelle afin de vous faire tomber dans un gouffre rempli de mélasses et de monstres, alors que des démons serpents tentent de vous oxyre. Mais si l'on est prudent, et qu'on explore avec attention cet enfer labyrinthique, on découvre des rigoles dans lesquelles d'énormes boulets de pierre roulent sur votre avatar et votre confiance. Si l'on parvient à les éviter et à remonter à la source, on découvre un mécanisme qui permet de changer la direction vers laquelle les boulets se dirigent. Ce faisant, vous allez découvrir des parties secrètes du niveau. Certains boulets ont défoncé des murs, laissant voir des zones qui vous étaient cachées lors de votre premier passage. Une fois que vous avez testé toutes les directions et découvert tous les trésors cachés, vous montez en haut de la forteresse pour découvrir que ce sont 4 géants qui jettent des boulets et actionnent les mécanismes du lieu. Une telle profondeur de game design vous donne un sentiment exaltant d'exploration qui fait que plus vous avancez dans le lieu, plus vous êtes admiratif de sa conception. De plus, une telle hostilité sert un propos. La forteresse de Sen est le seul moyen d'accéder à la cité des rois. Ce lieu fait donc office de système de sécurité et il semble si infranchissable que seul un élu ou un chevalier légendaire peut accéder à la mythique cité. Ce qui rend ce level design si motivant à fouiller,
c'est qu'une multitude de trésors sont cachés dans les recoins les plus absurdes du jeu, et l'accès à certains est même invisible à l'œil nu. C'est notamment le cas des murs illusoires. Il y en a exactement 16 répartis dans l'intégralité du jeu, et pour les trouver, il vous faudra donner un coup dans un mur. Le mur va alors s'effacer et vous donner accès à une zone cachée. Il existe même un niveau entier du jeu caché derrière 2 murs illusoires successifs. Une fois que vous en avez trouvé un, trouver les autres devient une obsession. Le plus emblématique de ces murs est sans doute celui caché dans une cheminée dans les appartements intérieurs d'Anor Londo, celui-là même qui mène vers l'espace derrière la fente évoquée plus tôt. Ce que ce mur cache contient toute la sève de Dark Souls. Une fois le mur disparu, vous descendez quelques marches pour plonger dans une pièce à l'obscurité inquiétante. Vous découvrez des coffres, dont certains contiennent des items puissants. Enivré par votre découverte, vous ne prêterez pas attention au fait que la dernière chaîne du coffre n'est pas disposée comme les autres. C'est un mimique, un monstre glouton ayant pris l'apparence d'un coffre qui se fera un plaisir de vous dévorer. Secrets, trésors, pièges, monstres, l'essence de l'aventure est ici, tapie dans cette salle sombre aux colonnes inquiétantes. Maintenant que le jeu a une dizaine d'années, on constate avec plus de recul à quel point il a marqué l'industrie. Et voir ce que les autres développeurs lui ont emprunté peut peut-être nous aider à mieux comprendre ce qui rend ce jeu si unique. En matière de Dark Fantasy, From Software avait déjà creusé la question bien avant l'arrivée du père des Souls, notamment avec sa série des Kingsfield. C'est d'ailleurs dans la continuité spirituelle de ces jeux que Demon's Souls, premier jeu de Miyazaki, verra le jour. Mais c'est vraiment avec la popularité de Dark Souls qu'un phénomène assez rare va apparaître et rendre le studio culte. Le jeu va créer malgré lui son propre sous-genre. De la même façon que Doom donne vie au Doom-like, appelé aujourd'hui FPS, l'œuvre de Miyazaki a donc aussi donné naissance à une progéniture involontaire, le Souls-like. C'est le signe indubitable que vous avez ouvert une fenêtre conceptuelle dans l'industrie quand d'autres jeux tentent de s'inspirer directement de vos concepts et de votre philosophie. Si Dark Souls est loin d'être le premier titre difficile dans un setup médiéval fantastique, c'est le premier à prendre autant de contre-pieds ultra novateurs dans un genre pourtant déjà bien balisé. Et autant de génie entraîne forcément du monde dans son sillage. Si certains AAA comme Breath of the Wild, God of War ou Jedi Fallen Order avouent s'être légèrement inspirés de certains concepts liés au combat ou au level design, d'autres titres ont carrément tenté de copier plus directement le travail des équipes de Miyazaki. Après donc Lords of the Fallen, qui fut le premier à copier sans vergogne et sans réel succès les recettes de Miyazaki, d'autres jeux plus indés vont fleurir sur les stores. Et une copie d'un Souls peut être un excellent jeu. En matière de pixel art, beaucoup de titres se sont positionnés, entre Titan Souls, Slain, Dead Cells ou encore les très stylisés Death Gambit et autres Blasphemous. D'autres jeux comme Ashen jouent sur la mélancolie et l'exploration. De Below à The Surge, en passant par Dark Mouse et Salt and Sanctuary, on a droit à tout type d'adaptation, de la vue isométrique, de la 2D, de la vue zénitale, de la SF et de la fantasy. Jotun offre même une version dans un univers dessiné à la Taram et le chaudron magique. Même Bandai Namco, l'éditeur historique de Dark Souls, a carrément repris la formule pour Code Vein. Un Souls-like clairement assumé, au point d'offrir une belle référence à Anor Londo dans un de ses niveaux. Il y a beaucoup de titres que je n'ai pas cités, dont certains très dispensables, mais il faut se préparer à voir de plus en plus de Souls-like convaincants, comme le très intriguant Deep Down ou encore Aether. Une nouvelle ère de jeu plus exigeant et plus mystique s'annonce, et c'est plutôt une bonne chose. Des secrets, des combats techniques, une difficulté relevée, des boss de plusieurs fois votre taille, une exploration complexe. On a beau suivre à la lettre le cahier des charges, difficile pourtant de mettre le doigt sur la recette originelle. Quelle est donc cette part immatérielle qui fait que Dark Souls est si unique ? Ce qui fait qu'une aventure fantastique est riche et mémorable, c'est le potentiel fantasmatique des environnements que traverse le héros et des créatures qu'il y croise. Et c'est bien encore une chose que le titre réussit parfaitement à rendre inoubliable. Rien que la disparité des environnements est impressionnante. Si on compte le DLC, Dark Souls propose 29 zones différentes à parcourir. On pourrait croire, à raison, qu'une telle diversité de décors serait un cauchemar à lire ensemble. Et pourtant, grâce au level design dont nous faisions les louanges un peu plus tôt, le tout cohabite parfaitement dans une promiscuité déconcertante. On trouve un château gigantesque, d'immenses cavernes souterraines remplies de lave, une cathédrale colossale, un immense lac souterrain, des marais, une caverne de cristal, une bibliothèque, et j'en passe. Le tout entassé dans à peine 3 km² à l'échelle du jeu. Généralement, plus on s'enfonce sous terre, plus les créatures et les environnements sont répugnants et difformes.
Par exemple, dans les douves empoisonnées de Blighttown, vous trouverez des créatures décharnées et sanglantes qui s'inscrivent dans la pure lignée du Body Horror. Une des zones les plus profondes du jeu, Izalith la perdue, en est un autre exemple. Nous parcourons des ruines couvertes de racines et noircies par la lave en tentant d'échapper à la vigilance de dragons charognes dont la tête a disparu. A l'inverse, en altitude, tout est grand et noble. Anor Londo vous accueille même avec des chevaliers d'élite, au port altier et impressionnant. Dans ce lieu, même les sangliers sont dotés d'armures rutilantes. La nature des zones et le bestiaire qu'on y trouve se répondent parfaitement tout au long du jeu, sans que jamais on arrête d'y croire, sans qu'on ait la sensation de traverser un patchwork incohérent. Par exemple, lorsque vous traversez les archives du Duc, qui est un lieu presque universitaire et très crédible architecturalement, le jeu vous prépare visuellement pour la zone suivante qui n'a rien à voir. En effet, le boss de cette zone se cache au fond d'une immense cave de cristal, qui n'a en soi rien à voir avec les archives. Mais subliminalement, le jeu nous y prépare. On nous fait combattre des soldats contaminés par du cristal dès l'entrée de la bibliothèque, et certains couloirs des lieux sont même mangés par le cristal. Enfin, quand on passe par les balcons extérieurs des archives, on peut apercevoir la zone des caves de cristal. Par ces petites touches, le jeu nous conditionne à changer d'environnement sans nous brusquer. En ce qui concerne les créatures qu'on affronte dans le jeu, c'est là encore la diversité du bestiaire qui force le respect. DLC inclus, on croisera jusqu'à 89 types d'ennemis différents dans le jeu. On trouve des morts vivants, c'est même la gamme la plus diversifiée du jeu, des squelettes, des chevaliers de tout type et de toute taille, une hydre, un loup, des golems de fer ou de cristal, des démons, hormis quelques exceptions allant lorgner du côté de Lovecraft comme le dragon béant, la décharge incessante ou le foyer du chaos, il faut se rendre à l'évidence, le bestiaire contient des monstres assez attendus en matière de dark fantasy, comme si les créateurs avaient voulu s'inscrire dans un certain classicisme. Et cela prend tout son sens lorsqu'on réalise la place que prennent dans la saga des Souls les créatures ailées les plus emblématiques du genre. Et Miyazaki, en tout cas c'est ma théorie, nous envoie ici un indice, une invitation à remonter à la source même du genre, en suivant la piste des dragons. Malgré la petite révolution que le titre opère, Dark Souls ne vient pas de nulle part et sait fort bien ce qu'il doit aux œuvres aînées. Le jeu est truffé de références discrètes aux grands piliers de la Dark Fantasy. Et le premier d'entre eux, celui qui a posé les bases du récit de fantasy médiévale, c'est bien entendu le mythe arthurien et les légendes des chevaliers de la table ronde. En toute logique, lorsqu'on parle de chevalier, de la noble quête d'un artefact divin et de dragons mystérieux, c'est vers cette matrice fictionnelle qu'on se tourne immédiatement. Et de fait, on pourra trouver dans le titre de Miyazaki quelques indices plus ou moins appuyés. Votre quête, après avoir sonné les cloches, sera de vous procurer une sorte de gigantesque calice, dans lequel vous devrez déposer 4 âmes de seigneur. Comme Lancelot et ses compagnons, vous devrez donc trouver une sorte de Graal pour achever votre mission. Vous aurez vous aussi à vous battre avec le chevalier noir des légendes arthuriennes, bien que vos interactions avec lui soient en l'espèce moins comiques que la version imaginée par les Monty Python. De même, la présence d'un gigantesque corbeau qui épie votre feu de camp principal tout le long de la partie n'est sans doute pas fortuite. Dans le mythe arthurien, il est associé aux sorcières et la fée Morgane a même le pouvoir de prendre cette forme précise. Elle comprend parfaitement le langage de ces animaux et s'en sert souvent pour épier ses adversaires. Oiseau de mauvais augure s'il en est, le corbeau symbolise les ténèbres, la mort et l'au-delà, mais aussi la sagesse et la clairvoyance. Son statut dans le jeu est énigmatique, et c'est lui qui au début du jeu vous jette littéralement dans l'aventure. Ce volatile, si chargé en symboles, est donc celui qui permet aux élus de tenter leur chance pour accomplir la prophétie. Dans la même veine, certains personnages du jeu portent des noms d'origine gaélique, comme par exemple Domol de Zena. Domol est l'ancêtre gaélique du prénom Donald. Mais l'autre nom qui nous mettra sur la piste d'Arthur et de ses mythes est bien entendu Guinevere, d'où nous rencontrons l'avatar après avoir vaincu Ornstein et Smoke. Guinevere n'est autre que le nom anglais de Guenièvre, nom donné à la reine de Camelot et accessoirement femme du roi Arthur. Alors certes, la version Dark Souls du prénom s'écrit avec un W et un Y au lieu d'un U et d'un I, mais vous conviendrez que Guenièvre n'est pas un prénom qui se donne au hasard, sachant en plus que Miyazaki lui laisse bien peu de place. S'il n'est pas certain que les auteurs du jeu aient lu les œuvres complètes de la table ronde, il est déjà plus probable qu'ils aient posé les yeux sur le film Excalibur de John Borman, qui raconte une partie de ce conte chevaleresque. En visionnant le film, on repère quelques similitudes amusantes, dans l'aspect de certaines armures, dans l'ambiance globale du château, dans les duels entre combattants. On y voit même un chevalier à l'armure et au masque d'or dont on peut trouver des réminiscences dans le masque du père, porté par Pinwheel dans les catacombes. Fait amusant, le film nous montre carrément une carcasse, un soldat mort au visage décharné, décédé en prière devant une stèle.
quiconque a déjà joué aux Souls ne peut s'empêcher d'être frappé par la ressemblance. Dans les mythes de la table ronde, les dragons y sont craints par les chevaliers car dangereux et magiques. La fée Morgane, encore elle, les utilise même pour empêcher les chevaliers infidèles de s'évader du Val sans retour, où elle les retient prisonniers. Le grand Merlin aussi aura un lien particulier avec eux, car il est capable de comprendre leur langage. Quant au nom de famille du roi Arthur, Pendragon, il signifie tête de dragon en langue bretonne. Les dragons arthuriens sont au service du destin et jouent souvent un rôle prophétique, ce qui ne jure absolument pas avec le lore draconique de la saga des Souls. Ainsi, si les références ne sont pas toutes directes, le souffle arthurien balaye discrètement le jeu. Le second pilier draconique des influences de Dark Souls est bien entendu l'œuvre de Tolkien. Notons que le passage de relais entre la table ronde et l'écrivain linguiste s'est bien fait puisque ce dernier commencera un poème intitulé The Fall of Arthur, qui reprend la légende du roi Pendragon. Mais pour rester sur son œuvre somme, qu'est le Seigneur des Anneaux, Dark Souls rend hommage à quelques motifs célèbres de la saga. Par exemple, l'araignée Quelaag, qu'on affronte dans son nid caché au fond de Blighttown, n'est pas sans rappeler l'araignée Shelob, que Frodon devra combattre à Cirith Ungol. De même, dans le bassin de Noirsouche, vous devrez venir à bout d'arbres possédés, qui rappellent immédiatement les Ents de la saga de Tolkien. Enfin, la visite, truffée de spectres, des ruines de la Nouvelle Londo est une variation de la rencontre entre Aragorn et une armée défunte dans la ville morte qui dort sous les montagnes blanches. Et s'il fallait un indice plus direct de l'hommage rendu à Tolkien par From Software, c'est tout simplement le nom d'Anor Londo lui-même. En Sindarin, ou gris elfique, une des langues inventées par Tolkien, Anor veut dire « du soleil ». Minas Tirith s'appelait autrefois Minas Anor, la tour du soleil. Anor est donc une référence directe à une langue inventée. Et lorsqu'on arrive sur les hauteurs de la ville gothique, on comprend tout de suite que Anor fait ici également référence à l'astre solaire quand on voit la lumière qui baigne la cité. Enfin, comment ne pas citer le nom de John Ho, fantastique illustrateur ayant consacré une partie de sa vie à mettre en image les visions littéraires de Tolkien. Si le film de Peter Jackson ne rappelle pas forcément Dark Souls, c'est bien différent avec le travail pictural de Ho. Ses peintures sont bien plus sombres et dantesques et partagent le même ADN de noirceur avec le jeu qui nous anime. Dans ses peintures, on ressent toute la fragilité du chevalier solitaire, qui fait face à des monstres fantastiques. On se surprend même à se prêter malgré nous au jeu des ressemblances. Que dire de ce chevalier géant, sinon qu'il rappelle les sentinelles royales d'Anor Londo? De cette image qui montre un chevalier minuscule faisant face à un dragon bleu dans une caverne de glace, sinon qu'il fait écho au combat avec Sis au fond des caves de cristal? De ce corbeau géant, sinon qu'il ressemble à s'y méprendre à celui du jeu? Que dire encore de cette peinture, sinon qu'elle semble avoir été peinte depuis les arcs-boutants d'Anor Londo? À croire que John Ho avait même anticipé l'allure des spectres multijoueurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Tolkien, la voix du dragon est là aussi empruntée, puisqu'il en fait vivre plusieurs dans sa saga, comme Glaurung, Ankalagon, Skata ou le plus connu Smaug. Si le qualificatif vidéoludique RPG vient de l'anglais Role Playing Game, c'est-à-dire jeu de rôle papier, ce n'est pas pour rien. On parle de RPG quand on a un personnage à faire évoluer via des statistiques et des compétences, qu'on peut contracter avec des marchands et réaliser des quêtes. Il existe des milliers de RPG, et aujourd'hui la filiation avec le Donjons et Dragons originel est parfois dure à déceler, surtout dans les titres provenant du Japon. Ils sont si éloignés en apparence du jeu de rôle classique qu'ils ont droit à leur propre catégorie, le JRPG. Sauf que malgré sa contrée de naissance, Dark Souls est une pure application de la source originelle, quitte à parfois dégager une certaine austérité par rapport aux autres RPG du pays. À chaque fois que vous tuez des ennemis, vous gagnez des âmes qui servent à la fois de monnaie chez les marchands et de points d'expérience pour votre fiche de personnage. Comme dans un jeu de rôle, vous choisissez au départ un type de personnage, et selon que vous choisirez d'être sorcier, voleur ou chevalier, vous partirez dans le jeu avec des statistiques différentes. Si vous dépensez vos âmes en tant que points d'expérience, vous pourrez les convertir en points de niveau et améliorer vos capacités dans tel ou tel domaine. Les compétences du jeu découlent tout droit du jeu de rôle le plus classique. Statistiques de vitalité, d'endurance, de dextérité, d'intelligence, etc. Certes, les jets de dés ont disparu, mais tout le reste du jeu ressemble à une émulation parfaite des premiers Donjons et Dragons. Si Tolkien avait assumé sa filiation avec les mythes arthuriens, Gary Gygax, l'inventeur du jeu de rôle, rechigna un peu plus à avouer l'immense influence de Tolkien sur sa création. En cherchant des propos de Gygax à ce sujet, je suis tombé sur un magazine américain dédié au jeu de rôle, appelé Dragons. C'était la publication de référence durant toute la première ère du jeu de rôle. Dans un article, Gygax tente de minimiser l'influence de la Terre du Milieu. Pourtant, dans la première édition du jeu, en 1974, on trouve mot pour mot
des hobbits, des nains, des ents, des balrogs, des elfes et des orques. Alors qu'un jeu de rôle Lord of the Rings sortira 3 ans plus tard, un problème de droit va intervenir et certaines créatures sont renommées dans les nouvelles éditions de Donjons et Dragons, pour cacher cette filiation que nous ne saurions voir. En cherchant le numéro contenant cette interview, je suis tombé sur une archive avec l'intégralité des numéros du magazine. Par curiosité, je parcours les autres couvertures des 250 numéros. Et comment ne pas tomber en pâmoison devant les sublimes couvertures de ce titre de presse, tant elles sont toutes emblématiques de l'esprit du jeu de rôle originel. Et il est troublant de voir combien certaines font écho à Dark Souls. En les contemplant, on réalise à quel point Miyazaki s'est inscrit dans la culture du jeu de rôle, comment il a su donner vie à ces images d'Épinal qui ont forgé la fantaisie moderne. Pour le dire autrement, la parenté d'univers est si troublante qu'on pourrait faire croire à des couvertures de comics racontant l'univers de Dark Souls. Celui-ci raconte l'arrivée du héros au château de Lordran, cet autre retrace sa traversée des ruines de la Nouvelle Londo. Ici l'enfance d'André le Forgeron, ici le récit du pillage des catacombes, là le combat dans la paroisse des morts-vivants, et cet autre, le récit du point de vue d'une carcasse. On trouve même cette couverture qui dépasse sans rappeler les dragons de l'âge des anciens. Et ce jeu d'analogie pourrait continuer longtemps. Quant à la présence de dragons dans Donjons et Dragons, inutile d'en faire état, puisque c'est dans le nom même du jeu. Et il faut bien avouer qu'ils sont partout dans cet univers, et qu'ils sont les aïeux directs des dragons tels que traités dans les Souls. En lisant une interview sur le rapport de Miyazaki au jeu de rôle papier, je n'ai pas été surpris de voir qu'il était absolument fan de la licence. Pour illustrer cet article, le site avait mis l'image du premier livre de jeu officiel. Ayant la chance d'en détenir un exemplaire, je l'ai sorti de ma bibliothèque. Et je n'ai pu m'empêcher, en contemplant la couverture, de penser à notre combat avec le dragon rouge sur le pont du château. Dans ce livre de jeu créé en 1974, tout était déjà là. Et Dark Souls est l'incarnation vidéoludique de cette image matrice du jeu de fantasy. S'il y a bien un pilier de la fantasy moderne qui a inspiré Dark Souls, c'est Berserk. Bien que l'auteur Kentaro Miura soit lui aussi japonais et qu'il s'attaque à une discipline plutôt occidentale, le génie et la profondeur de ce joyau noir du manga ont, de son propre aveu, fortement influencé Hidetaka Miyazaki. Et pour Berserk, comme pour Dark Souls, on sent que les auteurs ont énormément appris et assimilé avant de livrer leur version du récit de Dark Fantasy idéal. Chez Miura, le soin quasi historique apporté au design des armures et à l'architecture a très probablement convaincu Miyazaki de faire de même pour son œuvre. Berserk est à elle seule une œuvre qui englobe tous les possibles du médiéval fantastique et qui a poussé tous les concepts du genre sur plus de 9000 pages. Il n'est donc pas si étonnant que le manga soit l'œuvre la plus citée dans le jeu. Et c'est une tradition qui ne va pas se démentir dans les titres suivants du studio. Cela se voit rien que dans le bestiaire. Le démon Taurus n'est-il pas Nosferatu Zod? Le papillon du clair de lune ne fait-il pas penser à Rosine de la vallée des brumes? Et que dire encore des hommes serpents croisés dans la forteresse de Sen, sinon qu'ils sont cousins de l'apôtre reptilien du château de Koka? Inutile de vous parler des roux squelettes qu'on croise au fond des catacombes, car les images de Miura parlent d'elles-mêmes. Quant à Gwyndolin, le soleil noir, difficile de ne pas voir dans son nom et son allure androgyne un clin d'œil au glaçant Griffiths, qui lui aussi entretient un rapport particulier avec les éclipses. Quant aux chevaliers squelettes qu'on croise dans les tréfonds de la Nouvelle Londo, ils sont directement tirés du Skull Knight, l'étrange apparition qui mène la danse dans Berserk. En dehors des ennemis à proprement parler, il y a d'autres clins d'œil. On apprendra que l'armure de Katarina s'est basée sur celle de Bazuso, et que celle de la gardienne du feu ressemble à s'y méprendre à l'armure du chevalier Locus. Quant à l'orbe d'œil rouge fissuré qui vous permet d'envahir un autre monde, il partage son visuel et sa fonction avec le fameux œuf du roi, la Béélite pourpre, artefact si central dans les événements du manga. Certains personnages du jeu rappellent des protagonistes du Midland. André le Forgeron est une variation de Godot, et l'un des PNJ de Dark Souls, lui aussi jeune forgeron, s'appelle Rickert, exactement comme le jeune apprenti de Godot dans le manga. Enfin, certains ont remarqué une similarité sans doute fortuite, mais pour le moins troublante. À la fin du célèbre tome 13, Guts se bat contre des spectres, et au moment où ceux-ci finissent par s'évanouir, on croit reconnaître la forme des deux serpents du jeu, Frampt le cherche-roi et Kat le serpent primordial. C'est sans doute une pareidolie, mais vu le nombre de références, on est en droit d'en douter. Enfin, s'il fallait encore enfoncer le clou de la dévotion, il suffit de comparer la couverture du DLC Artorias of the Abyss avec la couverture du tome 28 de Berserk, où Guts porte l'armure du berserker. Les grands esprits et les grandes œuvres se rencontrent. Il est enfin un dernier point plus abstrait qui résonne entre Miyazaki et Miura. Le mangaka a en effet supprimé un chapitre de son histoire, le fameux chapitre 83, où pour faire court, le super vilain Griffiths rencontre Dieu. Miura, réalisant à quel point l'histoire perdait de son intérêt une fois qu'on révélait autant de la mythologie, a imposé qu'on le supprime de l'édition définitive. Les deux auteurs visionnaires ont donc tous les deux eu recours à la soustraction, au retrait d'une partie de la lisibilité de leur histoire,
afin de laisser la part belle à l'imagination du lecteur ou du joueur. Et une œuvre qui laisse la place à l'imagination s'offre par nature une profondeur d'interprétation. Quant à notre piste des dragons, elle ne fait pas défaut dans l'œuvre de Miura. Difficile d'ailleurs d'imaginer un arc qui s'appelle Fantasia sans en placer quelques-uns. Pour cette partie, nous marcherons encore plus sur les terres de la spéculation. Mais les deux univers que sont Magic et Dark Souls vibrent en résonance de façon si déconcertante que je ne peux m'empêcher de les comparer. En plus d'avoir fait survivre la Dark Fantasy à une époque où elle était un peu en berne, Magic s'inscrit dans la droite lignée des titres que nous avons cités auparavant. Avec 19 000 cartes environ à ce jour, le jeu a eu tout le loisir de s'amuser au jeu de la référence. Par exemple, l'extension Throne of Eldraine reprend à sa façon et en changeant les noms tous les motifs célèbres du mythe arthurien. On y retrouve le roi Arthur, Excalibur, la Dame du Lac, le Graal, etc. Quant à Tolkien, les références sont à ce point structurelles qu'on ne les voit plus. Il y a cependant un magnifique et secret hommage qui lui est rendu sur une des cartes. En effet, l'une d'entre elles porte le nom de Cellar d'Or, en français porte de cellier. Ces deux mots étaient selon Tolkien les deux mots de la langue anglaise avec la plus belle prononciation, Cellar d'Or. C'est d'ailleurs une anecdote évoquée dans l'excellent Donnie Darko par la professeure de littérature. Quant au lien avec Donjons et Dragons, c'est bien simple, les droits du jeu de rôle ont été rachetés par Wizards of the Coast, la société qui édite Magic. Des plans sont même en cours pour créer des livres de jeu estampillés Donjons et Dragons autour de l'univers de Ravnica, une des contrées du lore de Magic. On voit donc bien qu'à l'instar de Dark Souls, Magic baigne dans le même chaudron que ses illustres prédécesseurs. Mais pourquoi évoquer Magic ? Très amateur de mécanique ludique, Miyazaki collectionne les jeux de société et 2 jeux de plateau pour Dark Souls et Bloodborne ont même vu le jour. Au détour d'une interview donnée au Monde, Miyazaki semble intarissable sur Hearthstone, parce que, je cite, « C'est un jeu génial qui me rappelle les parties de Magic the Gathering ». Ainsi, nous avons donc la preuve qu'il a joué au célèbre jeu de cartes. En soi, rien d'étonnant. Le jeu est implanté au Japon depuis 1995 et la sortie de la 4e édition. Les cartes y sont traduites et il est donc légitime de s'interroger sur l'influence qu'a pu avoir le jeu sur le game designer. Soyons clairs, l'univers de Magic est 1000 fois plus vaste que celui de Dark Souls et comporte des illustrations couvrant quasiment tout l'imaginaire de la fantasy au sens large. Mais lorsque Magic lorgne vers la dark fantasy médiévale, ce qui reste sa colonne vertébrale principale, les ressemblances sont souvent troublantes. Avant tout, les deux titres ont un amour commun pour les gameplays profonds avec une part mathématique. Ce sont deux univers saturés de mécanique dans lesquels il faut s'investir pour en comprendre les rouages et commencer à s'amuser. On trouve également dans les deux cas des mécaniques de builds, c'est-à-dire qu'il faut construire son personnage ou son deck pour adopter une certaine stratégie, un certain style de combat. La véritable inspiration de Miyazaki serait sans doute à chercher du côté des images, car outre un gameplay fascinant, Magic propose des illustrations absolument mémorables, pour lesquelles la marque a fait appel à plus de 418 artistes différents depuis la création du jeu, toutes et tous plus surdoués les uns que les autres, dont 13 cartes par John Ho, ce qui n'est finalement pas si surprenant. Et en s'amusant à comparer certains visuels avec les éléments de Dark Souls, on est frappé par certaines ressemblances. À commencer par les arts de la sorcellerie. Magic est un jeu de duel entre magiciens, et le jeu propose bien sûr une multitude de sorts. Or, From Software propose aussi des miracles et des sorts magiques aux noms et aux fonctions très proches. Si certains sont attendus tels que Heal, guérison, d'autres cartes comme Wrath of God, Karmic Justice ou Homeward Path semblent avoir inspiré le studio japonais. La ressemblance est sans doute encore plus frappante lorsqu'on se penche sur les pouvoirs de la pyromancie que vous pourrez débloquer dans le jeu. La couleur rouge de Magic étant entièrement tournée autour de cet élément, il ne serait pas étonnant que Miyazaki ait puisé son amour des flammes dans l'œuvre de Richard Garfield, l'inventeur du jeu de cartes. Et la ressemblance va même jusqu'au nom. Firestorm, Fire Tempest, Fire Whip, Fireball, Hush ou encore Remedy. D'aucuns diront que ce sont des sorts assez communs et sans doute auront-ils raison. Mais les ressemblances sont loin de s'arrêter là. Dans Magic, vous pouvez équiper certaines de vos créatures ou chevaliers avec des armes. Chaque carte comprend le coup, l'effet et souvent une petite ligne de lore qui apporte un bout d'une histoire plus globale. On n'est vraiment pas loin de l'approche de Dark Souls avec son inventaire, qui pour chaque arme également vous renseigne sur son effet et sur son histoire. Les typologies d'armes de Magic sont aussi très proches de celles du jeu vidéo. Arc, épée de toutes sortes, arbalète, hallebarde. Il en va de même pour les pièces d'armure, mais aussi pour les aumes et autres casques de combat. Même les boucliers s'alignent en termes de design et de référence. Magic fonctionne ensuite avec un système de terrain, qui vous donne du mana afin de pouvoir lancer vos sorts. Et ces terrains sont toujours illustrés par des types de paysages. Et force est de constater que de nombreux lieux annoncent les ambiances que nous rencontrerons dans Dark Souls. Si l'on s'amusait à découper le contour de certains terrains, et si l'on montrait ces images en disant que ce sont des concepts art du jeu, certains pourraient s'y tromper.
on y trouve les mêmes châteaux colossaux aux bourgs sales et hostiles qu'en les terres de Lordran. On patauge dans des marais infectés et toxiques comme à Blighttown. On trouve les mêmes vestiges de ruines englouties et oubliées qu'à la Nouvelle Londo. Même fascination dans les deux jeux pour les égouts antiques et les catacombes qu'on retrouve dans le niveau des profondeurs. Même appétence pour les zones antédiluviennes où viennent s'abreuver les arbres géants de la surface, comme dans la zone de la Grande Carcasse. Les similitudes continuent alors que les lieux défilent. Des zones cernées de lave, des cathédrales gothiques, des caves souterraines millénaires que les humains ont oubliées. On a vraiment là toute la grammaire des environnements auxquels vont nous habituer les Souls. Peut-être est-ce encore l'œuvre du hasard, mais je trouve peu d'exemples d'un univers aussi proche visuellement. Dans Magic, on trouve aussi tout un bestiaire connexe à celui qui pullule dans Lordran, au point que je ne serais même pas étonné si Miyazaki avouait avoir voulu adapter l'univers de Magic, et notamment dans sa couleur noire. Dans le jeu de cartes, c'est la couleur des ténèbres, des morts-vivants, du poison et des contacts mortels. Tout dans cette couleur rappelle Lordran et ses monstrueux habitants. On retrouve une gamme de zombies soldats similaires, des spectres comme ceux des ruines englouties, d'énormes rats directement cousins de ceux que vous tuerez en boucle dans les profondeurs. Vous retrouverez dans les sorts de créatures les mêmes gargouilles que celles qui veillent sur le clocher, les mêmes vers géants qu'Aizalith, et des larves similaires à celles qui précèdent Quelaag. Papillons géants, chevaliers menaçants et superbes, crocodiles colossaux, golems titubants. La liste est sans fin. Alors peut-être que Magic et Dark Souls sont deux jeux complètement clichés qui se vautrent dans les mêmes lieux communs sans s'en rendre compte. Ce qui est sûr, c'est que les deux jeux sont les enfants d'une même portée. Les images qu'on aime marquent notre inconscient. Elles nous envoient des messages esthétiques qui nous aident à définir nos goûts. Aussi, si je ne pense pas que Miyazaki ait travaillé consciemment à partir de Magic comme référence, je n'ai cependant aucun doute que ces cartes ont aidé à forger sa vision esthétique de ce que devait être la Dark Fantasy. Enfin, le concept de la carte Magic est si structurellement génial qu'il est assez facile à customiser. Et il y a tout un univers caché de la carte illégale ou non officielle. Le but est d'emprunter à des franchises cultes et de créer des cartes à partir du lore, des personnages et de leurs pouvoirs. On trouve donc des cartes pirates de Berserk, d'autres encore plus convaincantes inspirées du Seigneur des Anneaux, mais le deck de fausses cartes le plus convaincant est sans conteste celui inspiré de Dark Souls premier du nom. L'amour pour une fantasy bien sombre et si commun qu'on pourrait croire à de vraies cartes officielles. Enfin, pour celles et ceux qui se demandent si on trouve des dragons dans Magic, la réponse est simple. Oui, au moins 100 fois oui. Et si, en dehors des citations clin d'œil, les vraies inspirations de Miyazaki étaient celles qui l'avaient marqué pendant l'enfance? Et s'il avait puisé dans ces émotions fondatrices qui se gravent en nous et qui constituent notre source d'inspiration matricielle inconsciente? J'ai retrouvé cette phrase de Miyazaki. Ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est Sorcery, une série de livres dont vous êtes le héros de Steve Jackson. Et ceux qui les ont lus joués à l'époque savent à quel point ils étaient âpres et envoûtants. C'est d'ailleurs à propos de ces livres qu'il disait devoir céder des illustrations tant le texte anglais lui semblait nébuleux. Et s'il était là le vrai ancêtre de Dark Souls? Dans un livre dont vous êtes le héros, placé entre les mains d'un enfant japonais qui comprend un mot sur deux, qui se bat avec une feuille de score et un crayon pour venir à bout d'une aventure âpre et envoûtante, comme le dit Miyazaki. Par curiosité, j'ai voulu me mettre à la place du jeune Hidetaka et je me suis procuré une copie des 4 ouvrages qui constituent la série Sorcery. Les 4 volumes forment une seule épopée, et tous sont illustrés par John Blanche. C'est lui l'artiste responsable de ces fameuses illustrations qui aidaient Miyazaki à comprendre l'histoire. Il est donc intéressant de mettre Dark Souls en comparaison à ces images. En premier lieu, j'ai d'abord tiqué sur les petits dessins de transition, qui servent à séparer les paragraphes. Je dois dire que ce bandeau aux écritures elfiques m'a tout de suite rappelé les marques laissées par les autres joueurs, qui présentent une écriture similaire. La seconde chose qui m'a frappé est relative au chevalier solaire. Dans le jeu, ce chevalier possède un look qui dénote avec les autres costumes, et sur son torse, il porte un soleil, objet de ses louanges. Au tout départ, j'ai cru reconnaître une lame de tarot, à savoir celle du soleil, qui présente un soleil très similaire. En plus, la lame montre 2 personnages ensemble, et comme Solaire est un personnage qui symbolise la coopération avec les autres joueurs, j'étais plutôt intéressé par cette piste. La seule chose que j'ai pu trouver étayant cette idée est un tarot réalisé en hommage à Dark Souls où Solaire trône en majesté sur cette carte, en train d'aider un autre chevalier dans la détresse. Mais je dois dire qu'en ouvrant Sorcery, j'ai été frappé par la récurrence de 2 soleils qui traversent les 4 volumes. Comme si Miyazaki avait placé des petits easter eggs que seul son moi adolescent pouvait comprendre. Et je confesse trouver cette théorie encore plus séduisante que celle du tarot. Si les styles sont très différents, on finit quand même par trouver une certaine noirceur dans les œuvres de Blanche, un aspect décharné et sale, fantastique et angoissant, qui n'est pas si éloigné de l'esprit des jeux de Miyazaki. Par contre, certaines illustrations m'ont directement sauté aux yeux. Comment ne pas voir ici un ancêtre de Domol de Zena? Comment ne pas voir là un gardien de la peinture qui jaillit d'un buisson?
On trouve une hydre redoutable comme celle du bassin de Noirsouche, des géants lanceurs de projectiles comme ceux de la forteresse de Seine. Et que dire encore de ce personnage qui se fait kidnapper par les airs par des gargouilles exactement similaires à celles qui servent d'ascenseur pour Anor Londo. Difficile de croire au hasard quand on croise les mêmes créatures visqueuses au fond d'égouts saumâtres, quand le gardien du sanctuaire semble calqué sur la manticore du livre. On croit même reconnaître dans Sorcerie la cellule de l'asile des morts vivants. Quant à ce corbeau qui jaillit des airs, n'est-il pas le même que celui qui nous emmène vers Lordran? Si on voulait aller trop loin, on pourrait même voir dans les pages de Sorcerie les origines de l'attaque plongeante, par lequel le premier combat contre un boss commence. Quant à la piste des dragons, on trouve bien évidemment un dragon desséché et osseux, comme ceux qu'on trouve dans Dark Souls. J'ignore si Elden Ring, le futur jeu du studio, cachera lui aussi des dragons, mais que Miyazaki se soit associé avec George Martin, le père de Game of Thrones, pour écrire la mythologie du jeu n'est sans doute pas anodin. Martin n'est pas le moindre des écrivains à avoir arpenté lui aussi la piste des dragons. Par cette union, Miyazaki semble en tout cas vouloir continuer à satisfaire son amour pour l'heroic fantasy et pour ses maîtres. Dark Souls sublime donc tout un genre, auquel il ne manque pas de payer ses respects. On notera la finesse de ces inclusions mythiques, puisque pour être honnête, tout au long de votre périple, elles ne vous sauteront pas aux yeux, elles se diffusent dans l'esprit même du titre, par petites touches difficilement palpables. Vous n'avez jamais l'impression de jouer à autre chose qu'à Dark Souls, tant le titre a réussi à se rendre unique, malgré cette nébuleuse d'influence. Je donnerais cher pour avoir été présent au moment où Miyazaki a imaginé avec ses équipes quelle devait être la direction artistique du jeu, car elle est sans nul doute une des raisons de la fascination que ce jeu s'est procuré. Et c'est aussi grâce à elle que nous pouvons parler d'œuvre. Lordran, lui, d'une aura picturale à la noirceur élégante, faisant du titre un sombre joyau esthétique qui souffre bien peu de comparaisons vidéoludiques. Et le rapport de Dark Souls à la peinture est aussi fort qu'était celui de Bloodborne au romantisme noir. Avant même les aventures à Yharnam, Dark Souls premier du nom s'était déjà construit à partir d'une vision artistique. Le premier indice à nous mettre sur cette voie est sans conteste l'impression qui se dégage des concept art. C'est une constante chez From Software, mais l'artbook de Dark Souls ressemble au carnet de recherche d'un artiste fou de la Renaissance. Un concept art est censé donner l'allure et les proportions des créatures, mais aussi celles des lieux. Et si les concept art originels sont toujours fascinants à découvrir, quelle que soit l'œuvre, ils ont le plus souvent un but plus fonctionnel qu'esthétique, servir de référence pour les développeurs. Or en l'espèce, on a l'impression que le but de ces concept art était plus de retrouver l'émotion de la peinture classique et de l'insérer directement dans le jeu. Les peintures préparatoires ont une touche très sensible et vibrante, et il s'en dégage une aura inédite en matière de jeux vidéo, abîmé, réaliste, raffiné. Pourtant, les concept art sont souvent plus beaux que le résultat dans le jeu. Par exemple, les personnages de Final Fantasy IX, peu importe la qualité du jeu, sont loin d'avoir capté l'incroyable finesse des traits de Yoshitaka Amano. Alors que dans Dark Souls, il y a extrêmement peu d'écart entre le concept art originel et le résultat dans le jeu, comme si ces travaux servaient de bible stylistique et émotionnelle. Pour confirmer cette piste, le jeu sème deux éléments troublants. D'abord, certains appartements d'Anor Londo ont pour décoration de véritables concept art ayant servi au jeu, et c'est une mise en abîme particulièrement intéressante. Mais plus fort encore, c'est l'idée folle que constitue le monde peint d'Ariamis. Dans son jeu, Miyazaki a placé une gigantesque peinture, qui pour peu que vous possédiez un item particulier, s'avère être une image portail vers le lieu que représente la toile. Outre la beauté d'une telle idée, il s'avère que ce niveau est le premier à avoir été conçu pour tester les mécaniques de Dark Souls. Ils ont décidé de garder ce niveau et l'ont caché en bonus derrière cette peinture. La peinture, la voici. Rentrer dans une toile est un acte métaphorique si fort qu'il mérite d'être creusé. On retrouve dans le jeu tout le détail et toute la codification érudite dont savaient faire preuve les peintres classiques. On sent bien que chaque département créatif du jeu a poussé au plus loin l'attention portée à l'esthétique. Chaque miniature d'item est à tomber par terre de subtilité et de classe. Le jeu parvient même à vous ébahir littéralement avec un simple bout de chiffon. D'ailleurs, il y a un certain vertige quand on constate le nombre impressionnant de détails à côté desquels vont passer 90% des joueurs, comme si tout était fait pour la simple satisfaction secrète de l'artiste. Mais cette impression d'évoluer dans une peinture classique est aussi due à la gestion des lumières et des couleurs, et d'une forme d'usure. Ce qui parfois nous émeut avec les œuvres appartenant au passé, ce sont les signes du temps. C'est aussi parce qu'il manque un bras à la Vénus de Milo qu'elle nous intrigue autant. Mais en ce qui concerne la peinture en particulier, c'est souvent la patine qui donne cette impression. Et Dark Souls a parfaitement saisi cela dans le moindre de ses designs. Tout a l'air d'avoir servi, les bâtiments sont abîmés et les ruines ne sont pas rares. Il n'y a pas cette froideur de polygones qu'on peut trouver dans certains jeux.
Et si pour un artiste on peut parler de touches de peinture, ici on parlera de texture. Pour annoncer la mise en route de l'écriture de cet épisode, j'ai simplement montré dans une vidéo un plan anodin du jeu, un simple mur avec une torche, laissant au spectateur le soin de deviner de quel jeu il s'agissait. Absolument tout le monde a reconnu instantanément Dark Souls, y compris des gens qui n'y avaient jamais joué. Ma conviction est que tout le monde a directement identifié la touche picturale du jeu, car les textures de Dark Souls ont une étonnante plasticité. Elles ont un véritable style, comme un peintre à sa touche, et qu'on peut identifier d'un simple coup d'œil, comme on reconnaît un Bosch ou un Rembrandt. D'ailleurs, ce dernier est sans doute l'un des peintres dont le traitement de la couleur est le plus proche de celui du jeu. Il y a cette chaleur vénéneuse, quelque chose de dur à décrire, une finesse de ton incommensurable. Et en ce qui concerne la gestion de la couleur noire et de l'obscurité, Dark Souls est plus proche du Caravage, peintre surdoué et fer de lance du clair-obscur. Le jeu s'amuse à jouer avec l'angoisse et les contrastes que permet un noir d'encre. Il faut bien dire qu'avec un tel titre, le jeu se devait d'honorer les ténèbres. Dark Souls est un titre si rempli de mécaniques incompréhensibles et de secrets introuvables qu'il est naturel qu'une vaste communauté d'enquêteurs et de vulgarisateurs se soit formée autour du titre. Et Dark Souls a d'abord été une aventure collective, une véritable quête commune de compréhension et d'échange. Et c'est même par ce biais analytique que beaucoup de gens ont découvert ce sombre et brillant univers. Je suis persuadé qu'une bonne partie de la France a découvert ce jeu grâce au fascinant guide vidéo d'Exerve qui était si bien écrit et érudit qu'on pouvait les regarder sans même avoir déjà joué. Et salut à tous, c'est Exerve. C'est même grâce à sa connaissance et à sa maîtrise des jeux qu'il a commencé sa carrière et il ira même jusqu'à rencontrer Miyazaki. Pareil pour Epic Name Bro qui montrera outre-Atlantique une telle connaissance du titre qu'il sera contacté pour écrire 2 guides du jeu. Je vous recommande également Dark Souls Dissected qui analyse en profondeur et avec passion les concepts spécifiques de gameplay. Il y a même une scène speedrun incroyable où des gens ont réussi à finir par exemple les 3 Souls d'affilée sans prendre le moindre coup. Ils sont nombreux les apôtres à avoir fait de Dark Souls leur évangile. Mais si autant de gens se sont plongés corps et âme dans ce jeu, c'est bien à cause d'une chose sur laquelle je voulais terminer. C'est la saturation du mystère. L'être humain est ainsi fait que lorsqu'il est face à une énigme, il fait tout pour la résoudre. C'est l'une des choses qui peut vous garder captif d'un jeu, persuadé que vous êtes que celui-ci ne vous a pas encore tout livré. Et il n'y a pas 1 ou 2 secrets dans Dark Souls, il y en a au bas mot des centaines, et pour la plupart, vous ne savez même pas qu'ils existent. Elle est là, cette saturation du mystère, et elle constitue le tissu invisible du jeu. Elle donne un vertige et une profondeur à chacune de vos actions. Et c'est sans doute une des raisons qui nous fait retourner sans cesse à Lord Rann, sans même qu'on sache vraiment pourquoi. C'est l'appel du secret qui demande à être percé. A l'inverse, ce qui nous fait lâcher un jeu au bout d'un certain temps, c'est le sentiment d'en avoir fait le tour. Mais il existe trop de possibilités à Dark Souls pour qu'il soit cerné complètement. Et pour en mesurer l'étendue, le seul moyen est de vous révéler certains secrets. Et comme sans aide, certains peuvent prendre des années à être trouvés, si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même, je vous invite à passer directement à la conclusion. Redisons-le une dernière fois, savoir où aller et quoi faire et dans quel ordre reste le premier grand mystère et il vous occupera une bonne partie du jeu. Mais une fois que vous allez choisir une direction, vous allez trouver des items symbolisés par une lueur aux allures de feu follet. Si certains objets sont limpides dans leur fonction, d'autres ont une utilisation parfois bien nébuleuse. Et quand ce n'est pas la compréhension qui est nébuleuse, c'est parfois l'accès. Certains objets semblent inaccessibles et les atteindre procède parfois d'actions non intuitives, comme sauter en haut d'une étagère depuis un escalier en mouvement. D'autres objets sont si rares et durs à trouver qu'ils vous donnent la sensation d'avoir mis la main sur un trésor. Et parfois même, vous ne savez même pas qu'il y a un objet. Votre exploration des caves de cristal suppose par exemple de marcher dans le vide. Certains chemins vous sont indiqués par des marques, mais d'autres non. Pour donc trouver un item, il vous faudra trouver des pierres de prisme, les jeter devant vous au hasard et voir si elles sont tombées sur le chemin invisible ou si elles ont rejoint le vide. Et c'est ainsi que vous pourrez accéder à cet item. Plus complexe encore, le jeu cache dans ses terres 25 personnages non joueurs qui vont vous vendre des objets ou des armes et vous apprendre des sorts magiques. Les trouver est déjà un jeu en soi, car certains sont littéralement invisibles. Certains sont cachés derrière des murs qu'il faut trouver comment casser, d'autres sont en planque dans des endroits qu'on peut ignorer sur plusieurs runs. Une fois que vous les rencontrez, ils vont ensuite se déplacer ailleurs. Si la plupart reviennent vers votre hub central, certains choisissent des endroits plus farfelus. Mention spéciale à Domol de Zena qui va carrément se reposer sous un pont derrière un pilier. Une fois que vous les avez retrouvés, vous pouvez ensuite effectuer leurs quêtes secrètes, sauf qu'elles sont souvent compliquées à comprendre et il peut arriver que vous fassiez certaines actions qui, sans que vous le sachiez, annulent la quête d'un PNJ. Il y a tant de mécaniques absurdes et inattendues, comme le fait que vous pouvez souvent gagner une arme cachée dans la queue des boss si vous leur tranchez avant de les oxyre. Il y a même une zone du jeu à laquelle vous ne pouvez accéder qu'en mourant devant un certain boss. Tenter de le vaincre est donc totalement futile.
Dans un autre genre, la procédure pour forger et donc améliorer vos armes est relativement simple au début, mais une fois que vous essayez de forger des armes magiques, cela devient tout simplement incompréhensible. Il y a d'autres mécaniques encore plus obscures et punitives. Si dans les profondeurs, vous tombez dans un trou sans faire attention, vous serez victime d'une embuscade de basilisques. S'ils vous aspergent de leurs toxines, alors vous subirez une malédiction. Une fois maudit, votre barre de vie est désormais verrouillée à la moitié, jusqu'à ce que vous trouviez comment faire pour résoudre ce problème. C'est-à-dire trouver un PNJ planqué dans l'obscurité des conduits humides de Lordran et lui acheter une pierre de purge. Je n'ose imaginer le nombre de gens qui ont souffert avec la moitié de leur vie à arpenter Lordran pour trouver un remède. L'intransigeance des développeurs est aussi cruelle que totalement fascinante, car les choses vont encore plus loin. Vous vous souvenez de ce corbeau qui surplombe notre feu de camp? Eh bien, si vous prenez cet ascenseur, que vous en sortez en cours de route, vous accéderez à une zone cachée. En faisant une roulade au-dessus du vide, vous pourrez accéder à un arc-boutant et rejoindre des escaliers jusqu'alors inaccessibles. En fouillant cette zone, vous trouverez le nid du corbeau. Si vous vous mettez en boule dans le nid et que vous attendez de longues secondes, alors le grand corbeau qui vous a amené depuis l'asile va vous ramener à la zone tutoriel. Là-bas, vous pourrez combattre de nouveaux ennemis et trouver certains nouveaux items. Mais ce n'est pas tout. Un certain Snuggly va alors vous parler. Et si vous jetez certains objets précis dans le nid et que vous quittez votre partie, alors en la chargeant à nouveau, la voix aura échangé vos objets avec d'autres plus précieux. La probabilité de trouver tout cela par soi-même est quasi nulle, si bien qu'on a l'impression d'être un explorateur de l'extrême si l'on y parvient. Pire encore, l'accès aux 6 nouvelles zones du DLC Artorias of the Abyss n'est absolument pas indiqué. Il faut pour y entrer avoir trouvé le calice royal, s'être rendu aux archives du duc et tuer un golem précis pour obtenir un médaillon, puis se rendre à l'autre bout du jeu, tuer une immense hydre si vous ne l'avez pas déjà fait, et longer une falaise jusqu'à trouver un vortex dans la pénombre. Certains joueurs qui ne souhaitaient pas consulter de solution se sont littéralement arrachés des cheveux parfois longtemps pour trouver la façon de pénétrer dans ces zones additionnelles. D'autres mécaniques sont carrément tordues, voire totalement occultes. Pour pouvoir commercer avec un entraîneur de pyromancie nommé Aingi, la procédure est totalement improbable. Vous devez donner un coup d'épée dans les créatures qui lui ressemblent et qui rampent pacifiquement dans le cocon de Quelaag, puis qu'ils vous mordent d'une certaine façon au niveau de la tête pour vous implanter un parasite. Il faut ensuite attendre que votre personnage se gratte la tête, signe que l'infection se passe comme prévu. Environ 2 minutes après, un œuf vous poussera sur le crâne, et alors seulement Aingi vous proposera ses services. Mais en contrepartie, quand vous tuez des ennemis, vous n'obtenez que la moitié des âmes prévues. Et pour se soigner, il faudra bien entendu mettre la main sur un vermifuge. Comment trouver tout cela par soi-même, sinon par hasard? En cachant un si grand nombre de mystères dans leur jeu, les développeurs ont induit l'idée même de communauté. Ils ont compté sur le fait que les joueurs se mettraient en relation pour tenter d'élucider les mystères du titre. Comme si le vrai multijoueur du jeu était là, dans l'entraide et le partage d'informations. Dark Souls met à l'épreuve notre motivation personnelle, mais également notre intelligence collective. J'ai même découvert un détail dont j'ignorais l'existence. Vous vous souvenez de l'idée que l'âge du feu de Lordran ne survivait à peine que par une faible braise cernée par les ténèbres? Eh bien, si vous utilisez les jumelles, et seulement dans ce cas, on peut, comme avec un microscope, voir apparaître de minuscules étincelles de braise qui dansent dans l'air ambiant, nous indiquant ainsi que l'âge du feu est sur sa fin, jusque dans l'atmosphère chimique des lieux. Certains détails iront même se nicher dans le subliminal, puisque lors de votre combat contre Gwyn, seigneur du feu et adversaire final, la musique de valse que vous entendez est jouée uniquement sur les touches blanches d'un piano, induisant l'idée que vous jouez contre un vieil homme effrayé par l'idée même des ténèbres, jusqu'à refuser les touches noires d'un clavier. Un tel souci du détail envoie alors un message puissant. Ce jeu est plus profond que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'alors. Miyazaki est parvenu à saisir la sève des grands récits, à capter ce qui fait qu'on parle encore de mythologie grecque ou de la Bible aujourd'hui. Car en se détachant de toute croyance irrationnelle, il faut se rendre à l'évidence. Ces mythes antiques sont de fantastiques histoires de dark fantasy. On y trouve des dieux et des démons, des dragons comme le Léviathan, des buissons qui prennent feu, des revenants comme Jésus, des déluges et des plaies divines, des colosses, de la magie et des miracles. Mais s'il ne fallait garder qu'un mythe archétypal matriciel pour évoquer Dark Souls, ce serait sans nul doute celui de Thésée et du Minotaure. Les joueurs qu'on jette à Lordran sont comme ces jeunes personnes qu'on envoyait en sacrifice au monstre du Dédale pour apaiser sa faim. D'ailleurs, les figures de démons à l'allure de Minotaure sont assez nombreuses dans le jeu. On pense au démon Capra, au démon Titanite ou encore au démon Taurus. Mais c'est surtout le level design qui épouse le mieux cette analogie mythologique. Comme son aïeul Metroid, les terres de Lordran sont ce qui se rapproche le plus d'un labyrinthe tel qu'on peut le concevoir dans nos fantasmes les plus fous. Celles et ceux qui se sont perdus dans les structures en bois de Blighttown sont capables d'imaginer ce que Thésée a dû ressentir. Pour peu qu'on joue sans aucune solution, on peut totalement se perdre et se décourager dans ce gouffre architectural impitoyable.
D'ailleurs, cette fascination qu'ont les créatifs pour les monstres et les labyrinthes est celle qui a le mieux traversé les siècles de la fiction fantastique. Et on a pu constater cette tendance dès les débuts du jeu vidéo. Le jeu de rôle et le dungeon crawler doivent tout au mythe du Minotaure. Pour revenir sur la question du jeu de rôle, quand on y pense, Dark Souls est bien loin d'être le seul jeu à descendre de Donjons et Dragons. Combien de jaquettes faites avec amour à l'aérographe nous ont vendu des aventures incroyables, à base de châteaux, de monstres et de chevaliers. Même si pour l'époque, ces jeux n'ont pas manqué de nous faire rêver, il faut avouer que le résultat à l'écran avait rarement le même éclat que ce que la pochette nous vendait en matière de fantasmes. Et même From Software s'est longtemps heurté à ce paradigme avec sa série des Kingsfield. Mais Dark Souls est l'un des rares jeux à être parvenu à satisfaire totalement ce fantasme adolescent que pouvaient générer ces jaquettes si généreuses et séduisantes. Comme si le jeu avait été fabriqué par des enfants rêveurs extrêmement sérieux, par de discrets horlogers prêts à tout pour livrer une aventure aussi impitoyable que miraculeuse, prêts à tout pour faire honneur à cet émerveillement qu'on perd parfois en vieillissant. Dark Souls convoque quelque chose qui joue avec nos fantasmes et nos peurs enfouies, quelque chose qui parle à la part de mystère qui existe dans notre humanité, quelque chose qui réveille notre curiosité profonde pour ce que nous ne comprenons pas, comme si Dark Souls constituait en soi une sorte d'énigme. Le terme est bien choisi. Le dictionnaire la définit comme la description ou l'exposition d'une chose naturelle en termes qui la déguisent et qui la rendent difficile à deviner. On est au cœur même de la philosophie que le jeu semble s'appliquer. Confisquer la compréhension pour laisser place au mystère. Dans la mythologie, l'énigme est attachée au Sphinx, car c'est cette créature qui impose à Thésée de la résoudre pour libérer la ville. Tout au long de l'écriture de cet épisode, cette image du Sphinx et de l'énigme me revenait en tête, mais sans que j'arrive à comprendre pourquoi. J'étais parasité par la fantastique peinture de Gustave Doré, appelée justement l'énigme, et qui montre un sphinx qui contemple, attristé, les ravages de la guerre. Mais soudain, j'ai eu comme une révélation. Quand je parlais de cette envie adolescente qu'on a de se plonger dans un récit qui nous aspire et qui nous dépasse, dans lequel on peut fantasmer tous les possibles, j'avais en fait en tête une scène de l'Histoire sans fin. Un film où le jeune Bastien se fait aspirer par un livre qui narre les aventures d'Atreyu, son alter ego merveilleux. Lors d'une scène, Atreyu aperçoit deux sphinx qui se font face et qui forment une sorte de portail infranchissable, car ils peuvent vous tuer d'un seul regard. La clé pour franchir ce portail, c'est d'avoir confiance en soi. Et c'est exactement ce que le jeu attend de nous. En revoyant la scène du film, je confesse avoir eu un léger frisson en constatant qu'au sol, juste devant Atreyu, se trouvait un chevalier mort, ou plutôt une carcasse, une âme qui a abandonné et qui n'a pas cru en elle. Quelle incroyable allégorie de Dark Souls! Quel magnifique écho il existe entre ces deux œuvres. Dans les deux cas, une énigme magnifique qui cherche à vous tuer pour garder son secret. La voici, l'aventure dont vous êtes le héros. Je regrette souvent de ne pas avoir été contemporain de grands artistes comme Caravage, Bosch ou Giger, mais j'ai la chance de vivre du temps d'Hidetaka Miyazaki. Ce jeu a été une leçon artistique dans ma vie, et c'est sans aucun doute l'une des œuvres qui m'a poussé à explorer les profondeurs de l'esprit, à arpenter le labyrinthe de la création, à chercher plus dans les œuvres que ce qu'elles semblaient montrer au premier abord. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la première image du générique de ce format a toujours commencé par ce chevalier tiré des Souls, prêt à affronter le grand mystère. Dark Souls a sans doute répondu à un désir de profondeur et de vertige. Le jeu a capturé l'indicible, et restera pour longtemps un mystère. Comme si les développeurs étaient parvenus à enfermer quelque chose de ténébreux et magique dans ce petit monde virtuel. Comme si dans ce jeu pulsait encore et pour toujours une âme sombre.